Bonsoir. Commençons par un mot de santé. Les pays de la CEDEAO accordent leur violon quant au prix du test PCR coronavirus. Les détails en tout début d'émission. Du mouvement dans la filière cacao, et là nous parlons économie, les acteurs du secteur font malheureusement face à la mévente de leurs produits et des menaces de grève des producteurs. Que se passe-t-il exactement dans la filière? Quelles sont les pistes et solutions? Nous y reviendrons dans le Live Actu. En sport, c'est l'ancien international Kolo Habib Touré qui est depuis peu le premier Ivoirien à obtenir la licence UEFA Pro, le fameux sésame permettant d'entraîner une équipe en Ligue des champions européennes. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'ex-capitaine des éléphants? On en parle tout à l'heure. Et ce soir, il sera question de femmes et de leur capacité en politique. Nos invités sont Madame Touré Naomi Mireille, elle est candidate déclarée aux législatives à Ouagaïou, et Madame Sepoupol Ginette Seka, candidate indépendante à la députation de Zouan-Ouigné. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, nouvelle semaine, nous vous promettions d'être là et c'est promesse tenue. On est très très heureux d'être en votre compagnie. Bien à vous téléspectateurs, merci de nous accueillir chez vous. La The Team, elle est en place, elle est très très heureuse d'ailleurs d'être là. Monsieur Serge Kouachi, en général, c'est lundi, c'est presque la fin du mois, il a toujours le sourire, ça fait plaisir. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir. Il n'y a aucun rapport à tout ce que j'ai dit. J'ai pris le temps de chercher, mais effectivement, j'ai rien trouvé. Et livre bleu, comment allez-vous? Anneau, oui, bien. Ah, il y a longtemps qu'on ne m'a pas appelé par mon nom et mon prénom, ça fait plaisir. On se rapproche de la fin du mois, c'est pour Si, ça. il y en a d'autres, Sophie, il y en a d'autres. On va chercher, on va trouver. Non, il y en a, je préfère le dire. Il y en a d'autres. 3. Je vais trouver. On te fait confiance. Bonsoir Sophie, comment ça va? Ça va, Brice? Alors j'ai une amie justement qui me disait qu'elle elle tentait de reproduire la coupe de cheveux que vous avez. Elle la trouve magnifique. Merci beaucoup. C'est Fatim Fashion. Très bien. Notre coiffeuse ici à Live TV. Très bien. Vous vous répétez. Hein. Et African Je Cut. l'ai déjà dit? Oui, la semaine dernière. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Voilà. Ah, pas du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Jalousie, rien de jalousie. Oh. Rabia, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien. Donc vous appelez Rabia Bleu. Et puis ça va bien ensemble, Rabia Bleu. Non, je suis comme ça. L'inspiration est ça. Bleu par alliance. Bleu par alliance. Ouais. D'accord. Bon, ceci dit, on va commencer tout de suite avec notre tour quotidien d'information. Le point saillant de l'actualité, c'est maintenant, c'est dans le Live Actu. Son temps. Yes. Trop fort le truc. Sophie. Alors on parle de test PCR. La nouvelle est tombée donc à travers donc cette rencontre du 58e sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le test PCR de la CEDEAO donc pour harmoniser. On harmonise les prix concernant. Alléluia. J'ai envie de dire. Alléluia. Ah ouais, parce qu'on parce s'en que était là, plein. Les grandes oreilles nous regardent encore et nous écoutent Ah, toujours. c'est fou, hein? There can be miracle when When you you believe. believe. On l'a dit. On en parle avec vous, Rabia Diallo. Effectivement, moi j'étais très contente, en tout cas on était super soulagés d'avoir la nouvelle sur les 50 000 qu'on ne devait plus payer. Mais on va être un peu déçus, justement, on n'a aucune visibilité sur l'effectivité de cette mesure-là. Donc voilà, c'est un engagement, c'est une promesse, c'est une décision et voilà, on n'a pas d'informations sur quand est-ce qu'elle sera effective. On attend, mais c'est déjà bien de savoir c'est déjà une volonté. Voilà, et de savoir qu'il y a une possibilité qu'on descende à moins de 40 000, moins de 50 000. Donc justement, pour revenir... Moins de 30 000, justement, pour revenir à ce point précis, la CEDEAO a décidé que le prix n'excédera pas $50. $50, c'est environ 25 000 francs CFA. Et donc, comme tu as dit, Brice, ça a été décidé lors de cette 58e session. Et donc, voilà. Et au-delà de ça, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est que, justement, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 50 000 francs CFA. On a dit 48 000 francs. 48 000 pour plus les 2 000 francs. C'est 50 000. Non, il y a 2 000 francs. Enfin, c'est 50 000 francs, mais il y a 2 000 francs de droits de déclaration. De déplacement. 50 000. Disons, on a arrondi à 50 000. Au Sénégal, on est à 40 000 francs.
Donc, ça nous a poussé un peu sur la réflexion de, en fait, sur les chiffres de l'AERIA. Je cite bien mes sources, hein, c'est vraiment sur les chiffres du site de l'AERIA. Nous sommes à un trafic de 2 271 000 personnes, passagers en 2019. Donc on s'est dit qu'on va être très pessimiste. On se dit que sur une projection sur 2020, on part sur 30% de cet effectif. 30%, on est à 681 000. On s'est dit, bon, on arrondit à 700 000. Sur 700 000 francs multipliés par 50 000 francs CFA, nous sommes à 35 milliards de francs CFA. De chiffre d'affaires, potentiellement environ. En Côte d'Ivoire, sur les 50 000 francs. Si on évalue le nombre de passagers si on évalue, à 30%, en tout cas 70% de baisse, en tout cas en étant très pessimiste, donc on se retrouverait avec en moyenne 700 000 passagers pour l'année 2020. Sachant, je voulais rajouter que les tests sont faits à l'aller, mais qu'au retour, des fois, on demande de faire des tests encore. Et là, on a été très pessimiste en se disant un test par voyageur, par exemple. Oui, non, même quand tu reviens, si tu as dépassé les 7 jours, si ton voyage a dépassé 7 jours et que tu n'as pas fait un test dans le pays d'où tu venais, tu repayes 50 000 francs CFA à l'aéroport. Donc la question à se poser, au vu de ces chiffres, c'est surtout de savoir déjà à quoi sert cet argent. Donc on a essayé de se renseigner. Donc on sait qu'en moyenne, le coût de fabrication d'un test PCR, lorsqu'on prend uniquement les réactifs donc, qui composent le test, on se retrouve en moyenne à 15 à 25 $. Donc déjà. Donc là, c'est sans le personnel, donc il faut payer le personnel. Il y a également les gants, les blouses et tout ça en fait. Donc toutes ces données, est-ce que ça pourrait justifier le prix qu'on a, mais qui varie en plus par pays, parce que pour certains pays comme Singapour par exemple, on est à 120 $. Au Ghana, on est à 150 $. Ça varie par pays en fait. Et au Burkina Faso, quand la personne arrive et qu'elle n'a pas effectué son test, on lui fait payer 100 000 francs CFA pour faire le test sur place. Il y a une pénalité? Et oui, mais après, moi je me suis dit, dans tous les cas, on se dit que la personne qui est capable de payer un billet d'avion est capable de débourser 50 000 francs. Ça, c'est l'argument. Voilà, l'argument. Je veux dire, psychologiquement, c'est ce qu'on se dit. Mais à terme, mais sur des personnes... Quand tu payes 5 billets d'avion pour ta famille et toi... Mais quand tu payes un billet d'avion pour toi, tu fais 50 000 francs CFA que tu payes ici pour voyager, tu arrives au Ghana, tu payes encore 150 $, ça fait beaucoup quoi. Et il y a des pays, je pense qu'autour c'est quasiment un deuxième billet. Non, c'est en fait, moi, c'est ce que je me suis dit après. On l'a entendu déjà aussi. Il n'y a pas que dans votre tête que ça. Mais sur... Le ministre l'a dit. Oui, sur plusieurs voyages. Je ne voulais pas le dire, mais il a dit. Oui, sur plusieurs voyages, on se retrouve. Moi, j'ai dû payer 50 000 francs à un voyage en aller sur 6 jours, 2 tests. Un à 42 000 francs et un à 50 000 francs. Bon, donc c'est un coût. Excusez-moi très franchement de faire mon Serge Kouachi. Oui. Mais bon, allez, finalement, c'est bon, on paye plus 50 000. Non, pas pour l'instant. Oui, mais justement, on ne paye plus 50 000, on n'a pas de visibilité sur l'effectivité de cette mesure. Mais je pense bien que c'est déjà bon, en tout cas, déjà bon de savoir. du dossier. Déjà qu'on ait provoqué une réflexion sur la question, donc je crois que c'est déjà... Et en plus, je pense que ça semble rentrer en droite ligne de la mise en place de la zone de libre-échange, donc la ZEC dont on a parlé sur ce plateau, et qui devrait être mise en place cette année. Donc on espère qu'il y aura une harmonisation au niveau du prix des tests PCR, comme c'est le cas, mais également une harmonisation au niveau des prix des douanes et d'autres produits, par exemple. Bon, allez, on va passer à notre point, hein, si vous le voulez bien, au pas de course. Cette fois, on parle d'économie et la filière cacao se porte pas très très bien, on a envie de dire, mévente du cacao, menace de grève des producteurs, et puis... Oui, en fait, ça ne se portait pas bien déjà depuis 2020, donc depuis la période octobre, novembre, décembre, où il y avait déjà eu des grincements de dents au niveau du paiement du DRD, donc le différentiel de revenus décent. Et les producteurs avaient déjà menacé de se mettre en grève à ce moment-là. En plus, les industriels, donc les grands chocolatiers comme Mars et Hershey, avaient déclaré qu'ils ne pourraient pas payer ces 400 $ de différentiel, d'où la grogne au niveau des producteurs. Et finalement, c'est Mars qui a décidé de finalement payer ces 400 $. Et l'État également avait garanti les 1000 francs de prix Borchamp pour le kilo de cacao. Mais finalement, on se retrouve encore à avoir une sorte de mévente qui se profile à l'horizon.
parce que près de 100 000 tonnes, en tout cas, n'ont pas pu être écoulées comme c'était prévu. Et il se trouve que certains producteurs, malheureusement, vu que leur stock n'arrive pas à être écoulé, ils sont obligés, pour certains, de brader leur stock à 800 francs le kilo. Et c'est assez dommage. Donc, on a eu deux déclarations. Donc, celle de Seydou Kébré, qui est le producteur de cacao dans la région du Guémont et membre du syndicat pour le développement et la promotion du secteur agricole, qui a déclaré qu'il y a des dizaines de milliers de tonnes qui sont bloquées depuis plus d'un mois en Côte d'Ivoire. Et on a également la déclaration de Eora Yao Léona, qui est président du collectif des sociétés coopératives de l'Indéné du Hablin, qui a dit qu'il menaçait de se mettre en grève, en tout cas les producteurs de cacao, qui menaçaient de se mettre en grève parce qu'ils n'arrivent plus à contenir la colère des planteurs dans les villages. Qui peut se comprendre. Exactement. Et si la situation perdure, nous allons engager, comme il a dit, une procédure de grève qui va entraîner des mouvements d'envergure dans tout le pays. Donc, c'est à craindre. Quand on parle de mouvement d'envergure, forcément, comme ils avaient déclaré en décembre 2020, ça veut dire arrêter de produire du cacao. Je rappelle que la Côte d'Ivoire... Voilà, qui est en plus est le premier producteur mondial et qui fournit au monde entier près de 45% de la consommation mondiale de cacao. Donc, je pense que l'État devrait vraiment se saisir de ce dossier très rapidement pour trouver une solution pour les producteurs qui peinent à écouler leur stock, mais également des discussions avec les grands industriels et les exportateurs. Et dans ce sens également, on a eu une sorte de dialogue qui a été mis en place, une table ronde entre l'UE et le gouvernement ivoirien, donc qui veulent travailler à mettre en place une sorte de réglementation qui sera gagnant-gagnant, et pour l'État de Côte d'Ivoire, donc pour les producteurs, et pour l'Union européenne. Donc un cacao beaucoup plus durable, quand on dit durable, qui n'emploie pas des enfants dans les plantations, qui tient compte également du changement climatique, qui tient compte également de la déforestation, parce que je pense que tous ces problèmes-là sont liés au fait que les grands producteurs, surtout les grands consommateurs, donc l'Union européenne, demandent à avoir un cacao qui respecte les normes. Et lorsqu'on parle de normes, voilà, quand on parle de normes, il faut peut-être dépenser beaucoup plus pour ne pas utiliser de pesticides dangereux pour la santé, ne pas utiliser le travail des enfants également, et une traçabilité du cacao. Donc, il y a beaucoup de tensions. Ivoirien qu'on retrouve au Burkina Faso. Exactement. Ghana, Exactement. Donc, on espère que ce dialogue va porter ses fruits et que surtout les producteurs seront gagnants. C'est déjà pas mal d'imaginer qu'il y a une piste de solution, il y a des actions qui sont déjà menées. Et puis on espère qu'on va aboutir à des solutions pour le grand bonheur de nos producteurs. Il faut rappeler que c'est quand même 15% du PIB ivoirien, quoi, le cacao. Exactement. Dans un contexte qui est 2 millions de tonnes par an. Voilà. Et sans oublier que malheureusement, la consommation mondiale de cacao a baissé dans le monde. Voilà. Ouais. D'accord. Merci Madame Bleu. On parle de notre point. Et ça, c'est du sport, avec vous. Alors, Kolo Touré, on le disait, est le premier Ivoirien, ça c'est une très très bonne nouvelle, le premier Ivoirien à décrocher une licence UEFA Pro. Alors déjà, Sophia Ida, dites-nous, c'est quoi une licence Pro UEFA ? Alors, la licence UEFA Pro, c'est une licence pour des entraîneurs qui est donc délivrée par l'UEFA. Et c'est la dernière qualification pour ces entraîneurs qui aspirent à avoir un profil international, donc à travailler un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Elle permet aussi à son acquéreur de pouvoir entraîner toute catégorie d'équipes de football à travers le monde. Et évidemment, elle est indispensable pour pouvoir participer à des tournois tels que la Champions League ou encore la Ligue Europa. C'est quand même permis de conduire international. Ah, exactement. Exactement. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Kolo Touré, c'est le premier Ivoirien à acquérir cette licence. Et ça montre en tout cas bien son ambition de faire de sa carrière d'entraîneur. De briller. Non, ivoirien. Voilà. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de parler avec Kolo d'ailleurs. Exactement. Il s'exprimera justement à ce sujet. On va l'avoir tout à l'heure en ligne. C'est important. Ouais. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est parce que Kolo Touré, ou comme tu demandais tout à l'heure si c'était le premier Africain, il y a Mohamed Kalon qui est de la Sierra Leone aussi, qui lui
également à cette licence-là, c'est important parce que déjà ça permet de briser ce plafond de verre et montrer un exemple. Tous les entraîneurs qu'on voit ici, ils n'ont pas tous ça. Non, ils n'ont pas tous ça. Ils peuvent entraîner justement localement. Ils peuvent entraîner les clubs du quartier, mais les clubs locaux ivoiriens. Mais il est arrivé à un niveau élevé et on a besoin de voir plus d'entraîneurs dans les équipes internationales, je pense, parce que déjà, premièrement, ça permettrait d'avoir peut-être, je pense, une meilleure expérience pour nos joueurs africains qui se retrouvent en Europe. On parle souvent de racisme, on parle souvent des fois de stigmatisation, etc. Donc c'est la première chose. Mais la deuxième chose, pour moi, le plus important, c'est vraiment l'exemple qu'il donne à la jeunesse, surtout à ces joueurs-là qui, en fin de carrière, se retrouvent très souvent broke, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision pour l'après-foot. Donc ça montre qu'on peut avoir une autre carrière, toujours dans le domaine du football, si c'est ce qu'on aime, si c'est ce qui nous passionne, mais en tant qu'entraîneur et pouvoir briller à l'échelle internationale. Aujourd'hui, rien n'empêche Kolo Touré d'être coach, par exemple, de Liverpool ou de Manchester United. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Et excuse-moi, ça me fait penser justement à tous ces joueurs qui l'ont fait, parce que 30 ans en arrière, on nous aurait parlé d'un Didier Drogba ou d'un Samuel Eto'o ou d'un Georges Weah qui ont fait briller l'Afrique comme ils l'ont fait en écoutez, ce qu'on va faire, je vous propose de parler à Kolo qui est en ligne. Ça aurait été impossible, quoi. Bonjour Kolo. Bonjour. Hello Kolo. Bonjour. Comment ça va? Déjà, félicitations. Merci. Félicitations pour votre niveau diplôme. Vous êtes un entraîneur UEFA Pro désormais. Yes. Ouais. C'est une fierté. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour le continent africain. Donc déjà le premier sentiment, quand c'est forcément un sentiment de satisfaction, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Mais pour moi, je suis très heureux. Mais bon, c'est juste l'histoire qui commence, vraiment. Voilà, donc ça fait 6 ans quand même que j'ai commencé ce type de ça. Donc je l'ai fait dans le noir, tranquillement. Et voilà, donc juste après ma carrière, j'ai toujours eu l'envie de pouvoir continuer dans le football. Parce que comme vous pouvez le savoir, c'est très très difficile pour un footballeur. Après 13 ans, il faut pouvoir se créer une nouvelle vie, un peu, s'il faut dire. Et donc, pour ça, c'est très très compliqué. Donc moi déjà, juste avant même la fin de ma carrière, j'avais déjà commencé à penser à ça. Et donc c'est là-bas que j'ai commencé à développer en tant que footballeur. Donc pour moi, 6 ans, c'est beaucoup de temps quand même. Et vous pouvez savoir que quand on est footballeur, aller à l'école ou étudier, c'est pas facile. Mais bon, moi je me suis dit qu'il fallait commencer déjà à penser à ça après carrière. C'était la chose la plus importante. Alors là, on va vous imaginer certainement sur le banc, on en parlait tout à l'heure, sur le plateau, sur le banc d'un club international, certainement, dans les prochains mois, Inch'Allah. Est-ce qu'on a des pistes déjà? Non, pour l'instant, je suis très content d'aller à Leicester. J'ai la chance de travailler avec un grand manager, Brendan Rodgers, qui est l'un des meilleurs de sa génération aujourd'hui. Et donc, j'apprends énormément de lui. C'est vrai que le diplôme, il est important, mais la pratique, c'est la chose la plus importante pour moi, en tout cas. Donc, ça fait quand même 4 ans maintenant que je suis dans la pratique. Et donc, je continue d'engranger de l'expérience. Parce que être entraîneur et être joueur, c'est deux choses très, très différentes. Un joueur, il pense à lui. Un entraîneur, on se coupe. Et donc, pour moi, c'est très important de comprendre cette différence-là et de voir quelqu'un qui est au quotidien, qui prend des décisions pour toute l'équipe. Voilà. Donc, super. C'est un peu ça. Ouais. Alors, on peut entendre beaucoup d'humilité quand on vous entend parler et puis une volonté d'apprendre surtout. Donc, après justement cette licence de l'UEFA Pro, vous préparez le Master International Player qui vous permettra d'exercer les fonctions de manager en administration du football. Alors, quelle serait votre préférence, Kolo Touré, entre entraîner ou diriger une équipe professionnelle? D'abord, s'entraîner. Ouais. Pour moi, être sur le terrain, c'est la chose la plus importante. Donc, apporter mon expérience que j'ai acquise en tant que footballeur à mes jeunes frères sur le terrain. Et plus tard, voilà, rentrer dans l'administration un peu du football un peu.
et voilà, apporter surtout à mon pays, parce que je pense que c'est important que aussi les anciens footballeurs puissent se mêler un peu à toutes les décisions qui sont prises au niveau du football. Ouais. Mais avant ça, il faut quand même avoir un certain bagage intellectuel et une certaine connaissance. Ouais. Voilà, donc c'est plus dans cette optique-là que j'ai fait le MIP. Et le fait que le MIP, je l'ai commencé avant. Mais comme je suivais deux choses à la fois, c'était pas facile, mais j'ai priorisé quand même l'entraîneur. Voilà, du coup, l'entraîneur. Donc, MIP, je le continue. Et j'ai d'autres collègues qui sont là-dessus aussi, que vous saurez aussi, je pense. Peut-être que vous savez. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que le plus important, c'est d'avoir... vous ouvrez une porte, hein, donc il y aura de la piste. Exactement. Alors, disons qu'en 2017, on vous a été nommé donc, aux côtés d'Ibrahim Kamara pour les éléphants. Depuis un moment, on ne voit plus lors des rassemblements des éléphants. Pourquoi? Votre contrat est terminé? Non, en fait, il a fallu que je fasse un choix. Et donc, parce qu'entraîner avec Kamara, l'équipe nationale, ça demandait beaucoup. Et en même temps, travailler avec Leinster, c'était un challenge très très lourd. Et donc, je me suis dit, comme je suis encore en train d'apprendre le métier, donc j'allais me focaliser sur une chose, sur un club. Donc, engranger de l'expérience, savoir c'est quoi manager un groupe, c'est quoi manager une équipe, c'est quoi manager le staff technique, c'est quoi manager des joueurs, c'est quoi manager, comment parler avec les médias. Et voilà. Et après, venir quand je suis totalement prêt, quand je me sens fort, venir et puis apporter ma pierre à l'édifice pour ma nation. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, voilà, je suis en train d'engranger de l'expérience. C'est vrai que le diplôme, mais l'expérience, c'est la chose la plus importante. Voilà. Rabia, une question pour vous, Kolo. Oui, Kolo Touré, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez parlé de votre vision en début de carrière où vous pensiez déjà à votre retraite. Quel message voulez-vous passer à vos jeunes frères aujourd'hui qui sont internationaux? Et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Déjà, le fait que j'ai eu ce diplôme, j'ai reçu un message d'un joueur qui m'a beaucoup touché et marqué. C'était Mas Gradel. Et il m'a dit, grand frère, je suis fier de toi et tu nous as montré le chemin, on va suivre ce que tu as fait. Et donc c'est ça qui me plaît là-dedans. Voilà, montrer qu'après la carrière de football, en tant que de jeunes Africains, nous pouvons aussi continuer et apporter notre expérience dans le football, apporter notre connaissance dans le football et se créer une nouvelle vie. Parce que c'est très difficile pour un footballeur d'arrêter. Et après, tout d'un coup, tu n'as rien à faire. Tu es à la maison, tu sais pas quoi faire. La reconversion est toujours très difficile, hein, on l'a noté. Très, très difficile la reconversion. Ouais, très difficile. Et donc, il faut avoir une vision. Et donc, moi, je veux montrer à mes jeunes frères qu'on peut avoir une vision, on peut avoir des idées, on peut avoir des stratégies. Et le plus important, c'est d'y croire. Et donc, c'est ça vraiment le message que j'ai voulu faire passer. Voilà, il faut qu'il y ait encore plus d'entraîneurs de certains niveaux en Europe, africains, ivoiriens, et voilà. Pour pouvoir montrer pour nous si on est là. Très bien. En tout cas, félicitations, Kolo. On est très, très, très fiers de toi. Enfin, de vous, hein, on va le dire comme ça à l'antenne. Et surtout, certainement la reconversion aussi avec la barbe et les cheveux. C'est le look aussi de l'entraîneur. Voilà. Non, en fait, c'est le Covid, hein, on ne peut pas se passer ici. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté dans cet entretien sur nos antennes avec Kolo Touré. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle en termes de... C'est exactement ce que je disais, c'est une super nouvelle. Et j'espère que ça encouragera plus de fédérations africaines et les ministères de sport à engager, à embaucher des anciens joueurs, des Africains pour entraîner nos équipes. Voilà. Nos invités du jour ou du soir sont de futures candidates aux prochaines élections législatives. Madame Touré,
Mireille, elle est candidate du parti USPC, Unis et Solidaires pour le Changement à Ouagayo. Et madame, c'est Paul Ginette, CK est candidate indépendante à Zvouniam. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On parlera des législatives. La première question, tout simplement, votre volonté d'être candidate à cette élection-là, elle part de quoi? Je vous remercie. Alors moi, je dirais déjà que ça part d'un principe, participer aux prises de décision dans le processus de direction de la Côte d'Ivoire. On souhaiterait être impliqué dans les prises de décision et à ce moment, on pourra faire bénéficier les femmes. D'accord. Merci. En fait, l'engagement, c'est par rapport à notre prise de décision, à la participation à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de femmes à l'Assemblée nationale pour participer au débat qui va dans le sens de l'émancipation des femmes. Justement, en parlant de ça, on parle de plus en plus d'implication des femmes en politique. Selon vous, quel serait l'impact de cette implication si elle devenait effective au niveau du jeu politique ivoirien? Ok, merci beaucoup. Vous savez, plus la femme s'implique dans le jeu politique, plus il y aura une autre manière de faire la politique. Parce que la femme va apporter un changement, puisque aujourd'hui, la politique est devenue un terrain de violence, tout ça. On veut amener une autre manière de faire la politique. Justement, laquelle? La voie pacifique, parce qu'il faut éviter la violence. Il faut éviter, nous voulons changer, montrer qu'on peut faire la politique autrement. Parce que quelle que soit la violence, toujours la femme est victime. Qu'on viole ou qu'on tue un homme, c'est l'enfant ou le mari d'une femme. Donc à tous les niveaux, la femme subit des violences. Donc si nous faisons la politique d'une autre manière, c'est-à-dire que dans la paix, je pense que c'est la femme qui va gagner. Moi, je pourrais renchérir en disant que la priorité, c'est aussi dans les instances de prise de décision. Il faudrait comprendre que qui mieux que la femme pourrait être à l'origine de la résolution de ces problèmes. En étant à l'initiative, à ce moment, on comprendra bien que les femmes sont confrontées à certaines réalités et face à cela, les décisions seront en faveur de cela. Mais nous ne pouvons pas rester en marge et en même temps demander à ces hommes de nous soutenir. Il faudrait qu'on y soit. Il faudrait qu'on soit dans la salle, il faudrait qu'on soit à l'instance de décision et seulement à ce moment, ils pourront prendre en compte nos doléances. Comme on dit, pour mieux faire changer les règles du jeu, il faut être à l'intérieur du jeu. Exactement. Il faut que les femmes osent. Il faut oser. Exactement. Voilà. Moi, j'ai vraiment envie de rebondir sur cette question-là. Est-ce que, au vu de ce que vous venez de dire, est-ce que vous estimez donc que jusqu'à présent, plusieurs problématiques des femmes ne sont pas vraiment prises en charge au niveau de l'hémicycle? Ah oui, ça je vous confirme parce qu'on a encore des violences conjugales, ce qui ne devrait plus exister. On a encore nos enfants qui n'ont pas autant d'écoles et donc on devrait pouvoir faciliter l'accès à l'éducation. On devrait aussi également pouvoir permettre aux femmes de pouvoir avoir accès aux soins. Et là aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas vraiment effectif. Donc il faudrait qu'on soit à l'origine de tout cela pour qu'on puisse nous faire partager aussi ces avantages. C'est important. Alors justement, est-ce que c'est pas ce qui freine un tout petit peu l'engagement des hommes à soutenir les candidatures féminines? Parce qu'on a un peu l'impression que lorsque les femmes arrivent à l'hémicycle, elles ne combattent que pour les femmes. Alors que vous êtes des représentants de l'ensemble du peuple. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de peut-être parler de ça parce qu'on s'est rendu compte que les hommes aussi, ils pourraient aussi être en train de combattre pour eux. Nous, on vient pour soutenir d'abord nos femmes, surtout demander aux femmes de s'engager politiquement parce qu'on est celles qui portons les enfants. C'est nous qui savons exactement nos problématiques. Mais on ne peut pas rester en dehors de ce jeu. Il faudrait qu'on soit des actrices à part entière dans ce jeu. Et c'est seulement à ce moment-là que le comportement
des hommes à l'Assemblée nationale pourra changer. Mais non, mais madame, je ne vais pas vous laisser dire ça. Il faut dire que les comportements vont changer, mais il y a eu déjà, il y a des hommes qui... Il y en a qui se battent quand même. C'est pas que... Oui, certainement. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça existe. C'est sûr que ça existe. On ne finit jamais de se battre pour le bien-être de la femme. Hein. Ah oui. Oui, en fait, il y a quand même des hommes qui nous soutiennent, mais qui est bien placé, mieux placé pour défendre les droits de la femme. Si ce n'est pas que la femme est chose. Parce que quand on parle de la maternité, c'est vrai que les hommes contribuent aussi à la maternité, mais la personne qui ressent, qui doit se battre réellement pour qu'il y ait des maternités, pour qu'il y ait des centres de santé, réellement c'est la femme parce que c'est elle qui donne la vie, donc elle est la première personne à se sentir concernée. Donc à l'hémicycle, elle va se défendre pour qu'il y ait des maternités un peu partout, proches de la population. Vous parliez justement de soutien tout à l'heure, du soutien des hommes. 30 femmes députées sur 256, c'est 20% de femmes qui sont représentées dans les institutions. Selon vous, est-ce que ces chiffres traduisent réellement l'engagement des femmes dans les affaires étatiques quand on sait que votre participation dépend très souvent de la volonté des partis politiques? Alors moi, je dirais déjà que c'est très peu représenté, très peu. Et malheureusement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on essaie de les inciter. On essaie de leur demander de prendre part à la vie politique. On leur demande de rentrer dans ce combat pour que ces hommes-là puissent nous reconnaître un peu de place. Et aussi, au-delà de cela, il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas vraiment qu'on vient combattre les hommes. On vient vraiment aider les hommes. On vient vraiment s'associer aux hommes. On ne viendra pas pour dire « Ah, la femme vient, l'homme il part ». Non. On vient pour dire aux femmes « Vous êtes les meilleures personnes à parler de vos problèmes. Alors, il faudrait que vous soyez actrices de ce combat. » Il a demandé aux hommes de... Enfin, il a demandé maintenant, parce que là, du coup, depuis, on a fusillé les hommes. Donc, c'est venu, oui, exactement. Donc, il a demandé aux partis politiques 30% de femmes sur leur liste, comme la loi le demande. Est-ce que vous pensez que ces partis-là, les partis politiques, pourront réunir ce quota-là, ces 30% Vous pensez que c'est un pari qu'on peut tenir? Alors, moi, je pense que déjà, il y a deux problématiques à ce niveau. La première problématique, il faudrait déjà que ces femmes-là, les femmes s'intéressent à la politique. Parce qu'il faudrait déjà que les femmes s'intéressent à la politique et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra avancer. Parce que même si on dit aux partis d'atteindre 30% et qu'il n'y a pas des femmes, mais les partis ne pourront pas avoir les 30%. Donc il faudrait déjà qu'on incite ces femmes-là à entrer en politique. Et c'est seulement après qu'elles soient entrées en politique qu'on va devoir utiliser cette loi-là et l'imposer un peu aux hommes. Mais qu'est-ce qui bloque au niveau de leur implication? Alors, bon, moi, il faut dire que au fur et à mesure qu'on avance, il y a quand même des femmes. On va faire de façon très pratique, mesdames. Oui. Alors, vous, par exemple, votre engagement en politique, il date de combien de temps? Je suis en politique depuis 1990. Depuis 1990. Oui. Donc, ça veut dire que depuis assez longtemps. Donc, déjà, vous avez décidé il y a longtemps de vous engager en politique. Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lorsque vous décidez de vous engager? Ah oui, les difficultés, il y en a. Je suis rentrée en politique, en fait, pour un changement sur moi. Parce que quand tu regardes la population, on leur promet toujours un changement. Et lorsque nous sommes là, nous accompagnons toujours les hommes. C'est nous, les femmes, qui accompagnons toujours les hommes. Et ils promettent. Et nous, les femmes, nous ne bénéficions de rien. La population ne bénéficie de rien. Alors vous, madame, vous levez, vous dites, moi je vais faire de la politique. Oui. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté à ce moment-là? On vous a dit, non, il ne faut pas faire la politique, vous êtes madame Seka. Non, pas que je sois madame Seka, parce que d'abord, la politique, pour une femme, il faut avoir l'accord de ton époux. Quand tu vis en couple. Il faut avoir l'accord tacite signé ou enfin non, oui. Moi par exemple l'accord de principe. Oui, mais normal. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce combat sans la validation de celui qui vous accompagne. C'est pas une difficulté. Il y a des hommes qui ne veulent pas du tout que leurs femmes fassent la politique. Mais c'est comme il y a des femmes aussi, madame, qui ne veulent pas que leur mari fasse la politique. C'est pas lié. Oui, mais souvent ça ne marche pas. Pour que l'homme accepte ce que la femme a eu à lui dire, il ne faut pas faire la politique, il accepte, c'est rare. Mais par contre, l'homme, il s'impose à la femme. Et on a eu des amis, par exemple, qui ont essayé de chasser de leur foyer parce qu'elles ont fait la politique.
Moi, je n'ai pas rencontré ce problème quand même. Par contre, moi, c'est j'ai une pas expérience rencontré. différente. Moi, j'ai pas du tout rencontré ce problème. C'est vrai que je suis un peu plus récente en politique, mais j'avoue que j'ai pas rencontré ce problème. Parce que avant de commencer ce combat, il faudrait savoir que votre époux ou votre conjoint est votre premier supporter. Il faudrait déjà que vous partez sur ce principe. Vous n'allez pas en le combattant. Votre premier, qui est votre premier supporter, votre premier électeur. Donc ça veut dire que la première personne à convaincre... Le mari, les enfants. Si vous n'arrivez pas à convaincre vos... Donc il faudrait déjà savoir cela. On ne part pas en politique pour perdre son couple. Non. On lui explique. On lui explique le bien fondé. On lui explique les atouts, les avantages. On lui explique l'engagement. Et, bon, je ne crois pas qu'il dirait non, à moins que, il y ait un problème particulier. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu ce problème. Donc, on considère que déjà, moi non plus. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont empêché, bon, ça arrive, mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. Le problème, c'est beaucoup plus les femmes. C'est beaucoup plus les femmes. Hein. Et la volonté voilà, je ne crois pas que ce soit les hommes. Ça dépend de comment vous passez le message à un homme. Donc, est-ce que c'est par manque d'éducation pour ces femmes-là? Est-ce que c'est par manque d'information? Écoutez, vous savez que si vous et votre époux, il y a des cas comme ça, vous vous retrouvez dans un même parti politique et que les femmes s'engagent, les femmes veulent oser, elles décident d'être candidates. Et que, par exemple, il y a des appels qui viennent de partout, qui menacent le mari pour dire que si ta femme se présente dans telle circonscription, c'est vrai que vous deux, vous êtes dans la politique, dans le même parti. Et ça aussi, ça peut jouer. Ça peut influencer le mari à demander à ceux. Sinon, aucune femme mariée ne peut rentrer dans la politique sans le consentement de son époux. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question qui soit en rapport avec les hommes, mais d'une autre manière. Okay. Vous avez assez duré, en tout cas, dans ce milieu-là. Moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce que, selon votre expérience, de manière très pratique, est-ce que c'est un milieu patriarcal? Est-ce que c'est un milieu macho, je dirais? Le milieu de la politique. Oui. Pour vous, les femmes, comment vous le ressentez? Alors moi, je dirais que... je ne dirais pas vraiment macho. Je dirais pas vraiment macho. C'est sûr que l'homme, par essence, il est dominateur. Hein, ça, c'est sûr. Mais après, c'est comment ça se passe. C'est comment on... Ah non, par essence, l'homme, à l'origine, il est dominateur. Bon. Non, mais... Driss, tu confirmes ou pas? Non, vous n'avez pas perçu parce qu'il y a toujours un plan quand vous dites ça et à la réalisation. Notre réalisatrice est une femme, donc non, ça n'a absolument rien à voir. L'homme est dominateur et on me présente à l'écran devant les téléspectateurs. Je pose des questions. C'est peut-être une illustration, je ne sais pas. Non, mais je dis... c'est bien compris. Oui, déjà par essence. Par essence. Mais parce que déjà, la base de la politique, c'est son territoire. Ben oui, voilà. Aucun prédateur ne veut qu'on rentre dans son milieu. Un peu mal. Ils ont l'intention... C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire à la femme que la politique appartient uniquement aux hommes. C'est un milieu uniquement réservé aux hommes. Et c'est ça, depuis longtemps, ils ont fait croire aux femmes. Et avec l'engagement des femmes aujourd'hui, on découvre qu'en fait, il n'y a pas un travail qu'un homme, plus que la femme, n'arrive pas à faire. Et donc, comme c'est une nouvelle activité, ça bouscule un peu les habitudes. Oui, donc, il y a des... parce que la femme, ce qui est un peu difficile pour la femme, il y a la famille, les enfants. C'est normal. Mais après, ils s'y habiteront. Il n'y a pas de problème. Ça. Oui, après, ils s'y habiteront. C'est un engagement. Il faut que les hommes aussi acceptent le choix de la femme. Faut au moins... Mais moi, je pense qu'ils devraient plutôt prendre ça comme une fierté. Mais c'est pas qu'ils le prennent mal, il y a des partis non, pas du tout. Moi, comme je dis... Non, mais vous savez que la politique, une fois que vous êtes engagé dans la politique aujourd'hui, c'est ce que nous voulons combattre, parce que s'il n'y a plus de violence, vous allez voir que beaucoup de femmes vont s'engager dans la politique, parce que la peur, à cause de la violence, amène les femmes à rester chez elles. Parce que si on te menace, on menace ton mari, on menace tes enfants, on menace toute ta famille. C'est celle qui donne la vie. Et ça fait que les femmes ont peur. Moi, je pense... Vous n'avez pas peur? Non, parce que moi, comme depuis 90, je suis dedans, j'ai traversé vraiment des moments. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur, parce que quand tu rentres dans la politique, tu te mets au-dessus de la peur. Tu te dis... Et en plus, on ne devrait pas avoir peur. Voilà, parce que c'est un travail que vous avez choisi. Je n'ai pas peur du tout. Vous êtes... pas peur du tout. Voilà. Il n'y a plus de peur. La violence, elle est partout. Elle est partout. On vous dit... Ben oui, tout à fait. On vous dit... On va vous détruire physiquement, mais que ce soit en politique, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, qui que ce soit, vous ne savez pas qui sont vos ennemis.
il peut vous faire du tort. Donc moi, j'estime que la violence ne devrait pas être un alibi pour ne pas rentrer dans la politique. Je pense que et la femme a la capacité de pouvoir calmer cela. Parce qu'il ne faut pas réagir à la violence avec de la violence. Quand il y a de la violence, vous réagissez par le calme. Mais attends, celui qui est en face de vous même comprendra que mais il se bat contre qui? Mais il y a beaucoup de femmes justement qui n'ont pas cette maîtrise. C'est pour cela qu'on est là, pour les inciter à rentrer, pour les inciter à leur dire il n'y a rien de difficile dedans, il n'y a pas de problème, mettez-vous dans la politique, battons-nous, travaillons ensemble, décidons pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir. Allons-y. Et justement, vous parlez beaucoup de nous, c'est-à-dire que vous êtes ensemble et quand vous vous retrouverez à l'hémicycle, vous allez être avec d'autres femmes qui sont d'autres partis politiques. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aller au-delà de vos divergences pour pouvoir vous battre ensemble pour la cause commune. Voilà, pour la cause commune, effectivement. Et surtout parce l'évolution que, démocratique. disons-le également, c'est vrai, on a fait beaucoup le procès de certains hommes ici, mais effectivement, en politique, il va s'en dire également que les femmes, elles ont l'ennemi commun, mais quand on finit de laisser la cause commune, on se rend bien compte qu'entre elles, c'est pas la grande entente non plus. Hein. Mais c'est sûr, mais pas pour un idéal commun. Oui, en fait, vous savez, les femmes ont la capacité de réunir facilement les gens autour d'elle. La femme a cette capacité. Vous allez voir que généralement, elles se regroupent dans les associations, dans les coopératives. Vous avez les uns par pas, quand vous rentrez dans le marché Gouraud, c'est plusieurs partis politiques, les femmes qui sont là. Chacune d'elles a son parti politique. Mais pour s'occuper de la population ivoirienne, elles se mettent ensemble pour nous apporter des vivriers. Et donc, ça veut dire que la femme, quand elle veut faire quelque chose, elle est capable de se mettre au-dessus ce qu'on trouve vraiment inutile, qu'on peut se mettre ensemble pour ce qui va nous arranger tous. Dépasser les clivages politiques. Voilà. Même, hein. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on se bat pour un même idéal. Nous avons tous des enfants, nous avons tous un patrimoine à laisser à nos enfants, nous avons tous un pays à protéger et les partis politiques, ils sont ce qu'ils sont, mais il faudrait qu'on aille au-delà de cela. Il faudrait qu'on sache que nous venons pour que les prises de décision se fassent pour l'intérêt des femmes. Avec nous sur le plateau de très dynamique dame candidate donc, à la prochaine élection législative. Il s'agit de Mme Touré Mireille, donc candidate indépendante déclarée aux législatives à Ouaragayou, et Mme Ginette Seka, candidate indépendante déclarée, elle, à Zouan-Ougné. D'accord. Rabia Diallo, Sophie Aïda sont également sur le plateau avec nous. Pas encore candidate, mais... Mais ça vient, je vais vous copter. Bientôt. Je vais vous copter. Hein. On va aller feinter les trucs ensemble. Tu vois avec vous, mesdames, on parle. Ouais, c'est chaud sur le plateau. On parle de l'engagement des femmes en politique, de leur capacité donc, à fédérer et puis donc, de ses motivations à vous engager. Alors, vous êtes engagée en tant qu'indépendante. Ça veut dire que dans votre parti, vous n'avez pas été, vous n'avez peut-être pas été sollicité par un parti? Alors moi déjà, je ne voulais pas rentrer en politique en commençant par un parti parce que je voudrais être libre et autonome. Je voudrais être maîtresse de mes décisions et surtout prendre des décisions objectives pour l'intérêt de ma population. Je rentre aller aux législatives, c'est surtout pour l'intérêt des femmes ou alors de la population, des enfants et de tout le monde. J'entends certains partis en train de dire pour deux raisons. Peut-être que vous êtes un esprit rebelle, peut-être que vous ne pouvez pas accepter une certaine discipline de parti. Non, pas du tout, je ne suis pas rebelle. D'abord, ils ne m'ont même pas proposé et je ne crois même pas que j'y adhérerai d'abord parce que je voudrais être libre dans ma tête. Je voudrais pouvoir prendre des décisions objectives sans avoir un joug sur la tête qui te dit tu y vas. Et aussi, je ne voudrais pas que ce soit une partie de la population qui bénéficie au détriment de l'autre. Parce qu'après, les partis, on se dit, bon, on prend une décision pour en faire bénéficier un groupe et les autres. Non, la Côte d'Ivoire, c'est nous tous. Mais on sait qu'à vous appartenez à un parti. Oui. Donc vous n'avez pas forcément les mêmes... on n'a pas les mêmes, c'est pourquoi... Voilà. En fait, j'ai décidé d'être candidat indépendant parce que c'est une manière de dire aux femmes que ce n'est pas seulement dans les partis politiques qu'on peut faire la promotion et qu'aujourd'hui, les partis politiques vont souvent sur des plateformes, tout ça. Et la réalité sur le terrain
ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ce que vous dites, par exemple, c'est que souvent, il y a une discipline de parti qui impose certains candidats dans les attitudes. Chez vous, par exemple, vous n'avez pas les mêmes réalités. Moi, les réalités de chez moi ne sont pas les mêmes réalités de chez elle. Donc, si vous êtes dans un parti politique que la décision, sans vous rebeller, mais vous dites que moi, si ma population me choisit et que le parti va sur la décision de la plateforme, moi, je m'en vais en indépendant parce que je fais la politique pour ma population. Je travaille avec ma population. Si la population me demande, j'avance. Parce que c'est cette population qui vote. Et ce n'est pas le parti politique qui vote. Avec un parti, on a beaucoup de limites. Hein, parce qu'on est obligé de suivre une certaine ligne de conduite, on est obligé de suivre un plan schéma directeur, on est obligé de suivre certaines décisions du parti. Auquel forcément on n'adhère pas. Mais il y a des femmes qui sont des partis dans des partis qui ont... Voilà, mais ça, c'est leur choix à elles. C'est leur choix à elles et on le respecte. Hein. C'est leur choix à elles. Moi, je le respecte. Mais moi, personnellement, je ne viens pas pour un parti politique. Je viens pour une population, pour me battre pour une population. Et ma priorité, c'est ma population. Mais le problème, enfin, du coup, pour moi, le point des 30% sur la liste des partis politiques est tout entier. Si vous, en tant que femme, vous dites que vous pensez que c'est mieux de se présenter en indépendant, quel message alors on doit passer à ces femmes-là qui doivent quand même pouvoir s'insérer dans un parti politique pour pouvoir justement atteindre ce quota et... Ben déjà, on ne dit pas, c'est pas tout le monde qui partira en indépendant. Il y en a d'autres qui partiront par des partis politiques. Ça dépendra de la conviction de chacune. Si tu estimes que tu veux te faire parrainer par un parti politique, mais d'accord. Mais ça dépend de quel combat tu veux mener. Moi, mon combat particulièrement, je ne veux pas le mener en ayant des limites. Je veux pouvoir être libre, autonome et prendre des décisions pour ma population, pour mon électorat, pour le district qui m'a élu et, par ricochet, étendre ça à la Côte d'Ivoire. Moi, en ce qui me concerne, si je vais en indépendance, c'est que le parti a déjà ses 30%. Parce que si le parti réussit à faire ses 30%, il y a toujours des potentiels candidates. Il y a toujours des potentiels candidates. Donc, je pense que mon parti a pu réunir les 30% parce que nous attendons la validation de la liste pour se prononcer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs, c'est que dans le cas de Mme Seka, vous êtes indépendante, mais vous avez un parti politique. Vous êtes oui, j'ai évolué dans un parti politique parce que vous savez, en politique, si vous évoluez d'abord dans un parti politique, vous avez beaucoup à gagner. Parce que les partis politiques ont des avantages. Il y a des sections, il y a la secrétaire de base. J'ai travaillé pendant 20 ans, plus que 20 ans. Donc, j'ai déjà une base. J'ai déjà une base. Même étant candidate indépendante, j'ai cette base, j'ai le soutien de cette base. Donc, je n'ai pas peur. Parce que quand tu viens indépendant directement, tu dois refaire le travail. Mais c'est maintenant que tu commences le travail. Alors que déjà, je suis en contact permanent avec la population. Justement, la stratégie est peut-être différente. Voilà. Alors moi, je ne dirais pas que tu refais le travail. Ça dépend du message que tu passes. Hein, ça dépend du message que tu passes, ça dépend déjà après, de respect des engagements. Parce que, croyez-moi, après, les réalités vous rattrapent. Hein. Donc, si vous partez en indépendant et il s'avère que vous êtes élu, bon, d'ici 5 ans, on va vous noter à vos réalisations, à vos paroles données. Et j'estime qu'une femme, déjà, la parole donnée, pour une femme, c'est sacré. Bon, je ne dirais pas que pour les hommes, ce n'est pas sacré. Hein. D'accord. Mais je dirais que pour une femme, l'éthique et la morale, c'est très important. Donc, j'estime qu'en allant dans cette dynamique, je ne vais pas promettre la lune, c'est sûr, mais je promettrai ce que je peux faire. 2 écoles, 2 stratégies, mais le plus important. Oui, c'est là où on parle de cohésion. Et justement, moi, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, si jamais vous êtes élu, est-ce que vous avez des projets de loi que vous avez prévu de vouloir faire passer? Ben oui, là, on va travailler avec les femmes. Concrètement, quel genre de projet? Alors moi, déjà, dans ma région,
On fait beaucoup de manioc, on fait beaucoup de placali, enfin c'était la nourriture africaine. Donc déjà, il faudrait qu'on puisse installer des broyeuses. Il faudrait qu'on puisse déjà installer des broyeuses. Parce que les femmes, comment ça se passe? Elles sont obligées d'aller très loin pour faire broyer la nourriture. L'accès aux soins. Moi, je suis allée récemment, mais j'ai vu aucune maternité, j'ai vu aucune ambulance. L'école, je ne vois pas des écoles vraiment appropriées. Les instituteurs qui sont obligés d'être logés dans des domiciles de personnes, mais moi, je dis non. Je dis non. Il faudrait que tout cet environnement social, toute la Côte d'Ivoire en bénéficie, pas une partie et pas l'autre. Donc, il faudrait déjà qu'on vote des projets de loi pour déployer déjà tous ces avantages dans toutes les circonscriptions, afin que tout le monde puisse en bénéficier, pas seulement les femmes même, hein, mais parce qu'après les enfants, c'est ce qu'on leur laisse à eux, hein, c'est le patrimoine. Donc il faudrait qu'on comprenne que c'est important de ne pas développer une région et l'autre région, et c'est dans ce sens que nous, on se bat pour les femmes et non pour une partie. La même question pour Madame Seka. Oui, vous savez, pour les femmes, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il faut qu'à l'Assemblée, les femmes se réunissent et qu'ensemble décident et luttent pour des projets de loi, parce qu'il faut ensemble décider, choisir. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, on n'a pas de maternité. On n'a pas de maternité, on a des gros villages, on n'a pas de maternité. Comment faire pour aider ces femmes sur la naissance, hein? Protéger le problème de la santé, l'école, tout ça. Comment on va faire? Il faut réfléchir pour trouver une solution à tout ça. D'accord. Mesdames, bientôt les législatives, vous êtes candidate, vous êtes très confiante, certainement. Il y a en face de vous, il y a les grands partis qui déploient les énergies, qui vont mettre les bouchées doubles. Et vous êtes candidate, vous êtes femme, vous êtes candidate indépendante. Je note en vous beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction. Ben, on va permettre de dire un mot maintenant. Mais on ne se laisse pas désavancer par cela, du tout, non. C'est même plutôt encourageant, hein, de se confronter à ces dinosaures, comme on les appelle. Oui, parce que là, on arrive pour se confronter à eux. Ils sont déjà implantés, mais nous, on vient avec nos maigres moyens, avec peut-être notre démarrage en politique. Mais moi, j'estime que ce n'est pas les moyens ni... c'est pas les moyens qui font la politique. Il y a d'abord le langage que tu tiens et il y a le respect des engagements. Parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie de changement. Et nous, on apporte ce changement. C'est important de pouvoir leur faire comprendre que nous sommes là pour le changement et ce changement est bénéfique pour tous. Très bien. Moi, pour mon mot de fin, d'abord, je voulais confier ma candidature à ma famille, qui est une grande famille chez nous, qu'on appelle la famille Kiamango. Je leur confie cette candidature pour que, ensemble, nous allions au changement chez nous. Parce que il faut changer la vie de la population. Parce que nous sommes dans une zone riche et nous ne bénéficions pas de cette richesse. Très bien. Nous ne bénéficions pas. Donc, je demande à la famille Kiamango de me soutenir pour arriver à la victoire. Très bien. En tout cas, il y a un mot qu'on a retenu, c'est changement. Changement dans le cas. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, également. Nous avons aidé à conduire cette émission-là. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée. Juste après ce rendez-vous, André Bois vous attend pour Immersion. D'ici là, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Amen. Cha